Bienvenue à nos assises de la recherche et de l'innovation sociale pour relever le défi du vieillissement cognitif. Vous le savez, ces assises sont organisées avec le soutien de la Fondation de France et avec le parrainage du plan maladies neurodégénératives. Je voudrais à cet égard remercier chaleureusement Philippe Lagayette, président de la Fondation de France, Michel Clanet et Joël Ancry, président et vice-président du comité de suivi du PMND, de leur confiance et de leur appui. Je remercie aussi les autres représentants des institutions du comité de pilotage, Antonin Blancart et Pascal Breuil pour la CNAV, Anne Saint-Laurent pour Agir Carco, Julie Michaud pour la CNSA, Agathe Gestin et Solange Guénet pour la Fondation de France, Brigitte Huon, Judith Mollard, Lynn Valentino et le président de France Alzheimer, Philippe Amouyel pour la Fondation Plan Alzheimer, ainsi que Dominique Le Tourneau et Michel Sirvin pour la Fondation de l'Avenir. J'ai eu un petit trou de mémoire, c'est le nom du président de France Alzheimer. Bon, il me pardonnera. Mes remerciements vont également aux représentants de nos partenaires institutionnels, Guillemette Leneveu pour l'UNAF, Emmanuel Hirsch pour l'Espace de réflexion éthique, Mathieu Secaldi pour la Fédération des CMRR. Sans oublier bien sûr nos partenaires de presse, Annie Kahn pour Le Monde et Annie de Vivi pour Âge Village. Merci aussi pour l'ensemble des intervenants, en particulier nos invités étrangers, Elgar Rora, Carol Brain, John Zeissel, Johanna de Almeida, Pamela Holmes et John Kiddy, ainsi qu'aux modérateurs des ateliers et aux grands témoins, Christine Chancio-Bucalo, Marie-Christine Géline-Argeau, Pascal Dreyer, Jean-Philippe Viriot-Durandal, Pierre Colac-Salmon, Jean-Luc Novella, Karine Lefebvre et Olivier Guérin, sans oublier Jean-Pierre Aquino. Enfin, mes remerciements vont aux personnes qui connaissent les troubles de mémoire et à leurs aidants qui ont accepté les uns et les autres d'être filmés. Merci enfin à l'équipe de la Fondation Médéric Alzheimer qui, autour de Michel Frémentier et de Fabrice Zil, a conçu, préparé, organisé et bientôt animé ces assises. Qu'est-ce que le défi du vieillissement cognitif? Pourquoi y a-t-il besoin d'un effort accru de recherche et d'innovation sociale pour relever ce défi? Quel est l'objectif de ces assises? Que pouvons-nous en attendre? Telles sont les grandes questions qui, me semble-t-il, se posent à nous. Quel est ce défi du vieillissement cognitif? Vous le savez, il y a à peine 30 ans, les troubles cognitifs observés chez certaines personnes âgées étaient encore considérés avec fatalisme comme une conséquence naturelle du vieillissement. L'émergence du vocable Alzheimer a permis de faire accepter par la société comme pathologiques ces troubles cognitifs. En a découlé, bien sûr, la reconnaissance des droits des personnes malades et de leurs aidants familiaux à bénéficier d'une prise en charge adaptée, notamment dans le cadre d'une ALD spécifique de la démence. Cette prise de conscience sociétale s'est traduite aussi, comme vous le savez, par 3 plans Alzheimer, puis actuellement par le plan maladies neurodégénératives, plan très important puisqu'il reflète bien l'évolution passée et prépare aussi, nous semble-t-il, l'avenir. Au cours des 15 dernières années, nous avons aussi appris à distinguer, bien sûr, les particularités des maladies dites apparentées et découvert les spécificités des malades jeunes. Aujourd'hui, dans ce qui ressemble un peu à un mouvement de balancier, il apparaît souhaitable de resituer à nouveau le phénomène Alzheimer dans un contexte plus large. D'une part, parce qu'il existe entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique de nombreux états intermédiaires, comme des troubles cognitifs légers qui peuvent évoluer vers un syndrome démentiel, mais aussi souvent rester stables. D'autre part, parce que lorsqu'ils surviennent à un âge avancé, les syndromes démentiels ont presque toujours des déterminants multiples, les mécanismes de type Alzheimer, certes, mais aussi de nombreux autres facteurs, comme les lésions vasculaires. Ainsi que vous le savez, pour aborder les questions sociétales soulevées par la maladie Alzheimer et les maladies apparentées, telles par exemple les questions juridiques ou économiques, nous sommes nécessairement conduits à nous inscrire dans un cadre plus global, que ce soit celui du vieillissement, de la vulnérabilité ou de la perte d'autonomie. Travailler sur le vieillissement cognitif, c'est aussi prendre en compte l'ensemble des facteurs liés au vieillissement qui sont susceptibles d'avoir un impact sur les capacités cognitives, comme les déficits sensoriels ou l'isolement social. Notre réflexion intègre enfin également les troubles cognitifs qui, sans occasionner une perte d'autonomie majeure, mettent en difficulté, voire en situation de handicap, les personnes dans leur vie quotidienne, que ce soit du fait de leur incapacité cognitive ou du fait de l'inadaptation de la société. Concevoir ainsi le vieillissement cognitif nous met face à 2 défis.
Premièrement, retarder le plus possible la survenue et l'évolution de troubles cognitifs invalidants en mettant en œuvre toutes les formes possibles de la prévention. Deuxièmement, faire en sorte que les personnes en situation de difficulté cognitive aient la meilleure qualité de vie possible et qu'elles soient respectées dans leur inaliénable dignité. Pourquoi un effort accru de recherche et d'innovation sociale? Pour aborder correctement ces deux défis, prévention et qualité de vie, il importe que nous prenions bien conscience du contexte sociétal dans lequel nous nous situons, qui comporte à la fois des menaces, des contraintes, mais heureusement aussi des opportunités. Ainsi, notre époque est marquée par un contexte démographique caractérisé par le vieillissement de la population et par l'accroissement de la longévité. Notre époque est marquée par un contexte sociologique qui connaît des évolutions majeures, notamment l'évolution de la famille, des formes de la famille. Un contexte technologique, bien sûr, en profonde mutation du fait de la révolution numérique. Un contexte économique français qui risque d'être marqué durablement par une faible croissance. Enfin, un contexte politique où l'État pourrait demain donner une certaine priorité aux missions régaliennes au détriment d'autres champs d'action comme la protection sociale. En résumé, nous nous trouvons dans un contexte social en pleine évolution, marqué par l'incertitude. Certes, mais un certain nombre de faits s'imposent à nous. Nous savons que le nombre de personnes atteintes de troubles cognitifs continuera de croître, même si le rythme de cette croissance a tendance à ralentir. Et cette conviction est étayée malheureusement par le fait que nous ne disposons pas actuellement de traitement curatif. Nous savons aussi que la croissance parallèle des besoins de prise en charge et d'accompagnement devra affronter un contexte financier contraint. Dans le même temps, donc, parallèlement à cette évolution de la société et à ces certitudes limitées, mais sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, nous pouvons qu'être frappés, enfin c'est mon cas, par la grande, on m'avait même écrit formidable, ça me semble un peu fort, mais à peine, la formidable capacité de réaction et d'innovation des professionnels, des familles, des associations, des bénévoles, et je dirais aussi des pouvoirs publics, qui, lorsqu'il s'est agi de mieux appréhender, de mieux prendre en compte le vieillissement cognitif et d'améliorer les réponses d'accompagnement, ont fait preuve de réactivité et de sens de l'innovation. Pour n'en donner que quelques exemples, songez à la façon dont sont aujourd'hui de plus en plus reconnues et prises en compte les capacités rémanentes, voire nouvelles, des personnes malades, l'importance du sensoriel pour la prévention, le diagnostic et la qualité de vie, ou reconnu aussi et pris en compte les difficultés que rencontrent les aidants en activité professionnelle. Songez aussi au changement d'approche que représentent les Mayas, les villages Alzheimer en France et à l'étranger, les EHPAD hors les murs, qui vont peut-être réconcilier l'approche établissement, maintien à domicile, l'éducation thérapeutique. Il y a eu quand même au cours des dernières années un foisonnement d'idées et de réalisations qui laissent quand même bien augurer de notre capacité à aller de plus en plus loin dans la maîtrise et la prise en charge des personnes atteintes de ces déficits cognitifs. Parallèlement, nous l'avons dit, les problèmes, les difficultés de financement sont là et risquent de se confirmer. Et dans un contexte de contraintes budgétaires, nous aurons sans doute plus que jamais besoin de développer des réponses plus efficaces, plus efficientes, au travers notamment d'une innovation sociale accrue. Il s'agit de faire plus, mieux, je ne dirais pas avec moins, ce serait pousser un peu le bouchon, mais avec peu. Il n'y a guère, dans le cadre des sciences de la nature, c'est une comparaison, de véritables possibilités d'innovation sans recherche. Personne n'y songerait. De même, il me semble qu'il n'y a guère de projet ambitieux d'innovation sociale qui n'ait intérêt à s'appuyer sur la recherche en sciences humaines et sociales. Dans ce contexte, négliger la recherche en sciences humaines et sociales, hier encore décrite comme parent pauvre de la recherche, serait se priver d'un atout majeur, d'un levier essentiel dans l'innovation sociale. Depuis sa création il y a 18 ans,
la Fondation Médéric Alzheimer a soutenu plus de 400 projets de terrain et une centaine de projets de recherche en sciences humaines et sociales. De cette expérience, nous avons tiré 3 enseignements majeurs. Le premier, c'est d'inscrire notre effort dans une approche globale, en mobilisant si possible, c'est un vœu, en mobilisant si possible toutes les disciplines, tous les métiers, tous les acteurs de la société qui peuvent concourir à retarder la perte d'autonomie et permettre de mieux vivre avec un handicap cognitif. En d'autres termes, c'est donner voix au chapitre à tous les intéressés. Deuxième enseignement, la nécessité de cesser d'opposer de façon réductrice la démarche biomédicale et la démarche en sciences humaines et sociales. Contrairement à ce que pourrait suggérer un slogan à la mode « Care now, cure tomorrow », la recherche en sciences humaines et sociales n'est pas un pis-aller. Elle n'est pas seulement nécessaire en l'absence ou dans l'attente de traitements médicamenteux curatifs. Compte tenu du caractère multifactoriel des syndromes démentiels, elle est une condition sine qua non d'une approche globale et cohérente du phénomène Alzheimer. Elle restera, je le pense, nécessaire, y compris pour accompagner les personnes lorsque les traitements médicamenteux seront disponibles. Donc je substituerai au slogan « Care now, cure tomorrow », disons l'expression « Care now, cure and care tomorrow ». Le troisième enseignement dont il faut aujourd'hui s'inspirer est qu'il est souhaitable que nous intensifions et systématisions les interactions entre recherche académique, recherche appliquée et innovation de terrain. La recherche doit se nourrir des pratiques et les pratiques doivent s'appuyer sur les résultats de la recherche. Cela est vrai en France et à l'étranger. Tout ça, ce sont des principes bien connus, mais nous les retrouvons parce qu'ils sont vrais. Tel est le contexte dans lequel, mesdames et messieurs, nous avons jugé utile d'organiser ces assises. Quel est l'objet de ces assises? Que pouvons-nous en attendre? Des assises, ça suggère d'abord qu'on s'efforce de réunir l'ensemble des parties prenantes et de les écouter. Nous avons aussi ainsi lancé une large consultation nationale sur les voies et moyens d'une recherche en sciences humaines et sociales plus ambitieuse. Et nous sommes très reconnaissants aux plus de 1000 personnes qui ont déjà bien voulu y répondre. Il nous a aussi paru essentiel que des personnes en difficulté cognitive et des aidants familiaux puissent participer à cette réflexion, car ils sont les premiers concernés et les premiers experts de ce qu'ils vivent. C'est pourquoi nous avons organisé depuis plusieurs mois des réunions d'expression de ces personnes. Vous pourrez en voir de riches extraits dans quelques minutes. Des assises, ça implique ensuite d'aborder les sujets non seulement de manière globale, mais aussi, lorsque cela est possible, de manière intégrée, marquée par l'interdisciplinarité, avec, ça me semble essentiel pour créer une culture dans notre communauté, un niveau d'exigence scientifique et éthique élevé, pour ne pas dire ambitieux. Comme vous avez pu le voir dans le programme, nous avons souhaité aborder le défi du vieillissement cognitif dans ses différentes dimensions, comme par exemple des thérapies non médicamenteuses au respect des droits des personnes, de l'aménagement du cadre de vie à la coordination des dispositifs d'accompagnement, du renforcement des compétences des aidants familiaux et professionnels, à l'aide que peuvent apporter les technologies dans le soin et l'accompagnement. Nous sommes heureux que les intervenants qui aborderont ces questions, qui ne sont pas exhaustives du sujet, comptent parmi les meilleurs experts nationaux et internationaux. Des assises, ça implique enfin de dessiner une vision, un projet commun. Et c'est bien l'ambition de ces 2 journées, définir ensemble des objectifs raisonnables à 5 ans avec les moyens d'y parvenir, tout au moins une esquisse déjà crédible des moyens d'y parvenir. Quels sont les sujets prioritaires? Comment les aborder? Selon quelle méthode? Avec quels acteurs? Quelle organisation? Quel projet? Quelles compétences? Quels moyens humains et financiers? Tel sera donc l'objet de vos travaux. Mais nos efforts ne pourront cependant porter leurs fruits que si nous parvenons également à convaincre et à mobiliser les pouvoirs publics et la société civile au-delà de la communauté que nous constituons, même si elle s'étend rapidement. C'est pourquoi, à l'issue des assises, nous ferons paraître un livre blanc qui reprendra le résultat de vos réflexions ainsi que les contributions à la consultation nationale en cours. Car notre objectif est que soient lancés dans les prochains mois
d'ambitieux et pertinents et plausibles programmes de recherche et d'innovation sociale, associant l'ensemble des disciplines, des métiers, des acteurs autour des valeurs partagées, notamment éthiques et scientifiques, avec pour objectif, bien sûr, de renforcer la prévention et d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de troubles cognitifs, comme de leurs aidants. Vous voyez donc, mesdames et messieurs, que ces 2 journées constituent un moment essentiel. Je forme le vœu qu'elles soient le début d'une dynamique collective durable au service des personnes en difficulté cognitive et de leurs familles, car c'est pour elles que nous sommes tous ici réunis. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir rappelé quel était l'objectif de ces assises, qui se veulent des assises différentes, puisqu'il s'agit de déboucher, vous l'avez dit, il y a une véritable vision à mettre en commun et des outils à dégager. C'est pour ça que nous alternerons à la fois les séances plénières et les ateliers dont nous aurons l'occasion de parler. Merci pour toutes ces précisions.